Vous regardez Période d'essai, j'ai le plaisir de recevoir Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, scénariste, photographe, dirigeante d'entreprise. Et je la reçois pour la BD Travailler demain, le travail vu par 13 personnalités, publié chez BD Glénat. Muriel, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi Muriel avoir choisi la bande dessinée pour parler du travail de demain ? Je pensais qu'on avait vraiment besoin d'un grand débat sur le travail dans la société, en famille, entre collègues, avec ses amis. Pourquoi ? Parce que le travail va être profondément bouleversé dans les années qui viennent. Ça nous concerne tous. Il faut qu'on ait notre mot à dire. Et pour faire un débat, il faut que ce soit pluraliste, d'où 13 personnalités. Mais il faut aussi un média qui ouvre le débat. Et j'adore la BD par ailleurs. Et la BD, c'est un média qui s'adresse à tous les âges, toutes les générations, aussi bien aux étudiants, aux lycéens qu'aux salariés, aux indépendants, aux chefs d'entreprise, aux retraités pour parler avec les autres générations. Donc j'ai trouvé que c'était le média parfait. J'ai parlé du projet à Glénat et l'équipe a été enthousiaste. Et très vite, on a constitué une équipe avec Mathieu Charrier, qui est ancien journaliste, et Nicobi, qui est un super dessinateur. On a fait un trio qui s'est bien amusé, s'est passionné à faire ce projet. Alors, vous faites intervenir de nombreuses personnalités du monde économique, syndical, scientifique et entrepreneurial, entre autres. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer ces figures ? Je pense à Christine Lagarde, à Thierry Marx, à Philippe Martinez. Voilà, pourquoi ce choix ? Pourquoi ces personnalités ? Alors, on voulait faire un débat vraiment à 360 degrés pour donner à réfléchir et à débattre. Donc, on a décidé d'interroger des chefs d'entreprise. Donc, il y a Sophie Bellon, il y a Benoît Bazin, donc Sodexo, Saint-Gobain, il y a Thierry Marx. Donc, on a une série de patrons. On a Pascal Dumerger de la Maïf, et puis des leaders syndicaux. Donc on a Philippe Martinez, Marie-Lise Léon et Renaud Oswald, qui est moins connu en France, mais qui a été le leader syndical mondial de l'agriculture et de l'agroalimentaire. On a voulu des experts et des voix de la société. Donc je pense évidemment à Aurélie Jean sur l'intelligence artificielle et les algorithmes, mais aussi des voix comme Rachel Kahn, et puis des militants associatifs, des militants tout court de cause, Isabelle Rome sur l'égalité femmes-hommes, Moussa Camara sur à partir des déterminés et donner sa chance à chacun, et Jasmine Manet, qui est une jeune qui a créé une association et qui fait un tabac auprès des jeunes, qui représente un peu les jeunes. Donc voilà, on a voulu faire un panorama le plus large possible pour pouvoir ouvrir le débat et ouvrir le champ de la réflexion. Alors, la BD est très dense, il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués, mais selon vous, quels sont les 3 grands bouleversements qui transforment le travail aujourd'hui ? Alors, pour ne pas effrayer les lecteurs, c'est dense, oui, parce qu'il y a beaucoup de matière, mais c'est léger aussi, parce qu'on a voulu le traiter comme une vraie BD. Il y a 2 personnages fictifs, dont Soraya, qui est une lycéenne, et qui doit faire un exposé pour son lycée sur le futur du travail, et qui, grâce à la magie de la BD, on peut se voyager dans le temps, dans l'espace, et dans tous les univers, va rencontrer tous les personnages, et va faire que ça ne soit pas des interviews côte à côte, mais une vraie histoire. Il y a une vraie histoire. Et pour répondre à votre question, alors moi, j'arrive pas à en dire 3, j'en vois 4. Désolée. Il y a évidemment l'intelligence artificielle. Évidemment, la transition écologique. Quelque chose dont on commence à parler en France, mais il est plus que temps, c'est les changements démographiques, le vieillissement de la population au nord et rajeunissement au sud. Et puis, le changement du rapport au travail que je crois on constate tous et qu'on vit tous. Alors, l'intelligence artificielle, si on commence par ça, elle change déjà nos façons de travailler. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on peut en faire un levier d'émancipation plutôt qu'un facteur d'exclusion ? Alors, dans la colonne des plus, si j'ose dire, de ce que va apporter l'IA dans le domaine du travail, d'abord, il y a toute une série de tâches répétitives, pénibles, qui vont pouvoir être automatisées. On va gagner beaucoup de temps et d'efficacité sur du traitement de données, sur tout ce qui est transactionnel. Et donc, ça va toucher évidemment beaucoup de métiers dits col blanc. D'où une certaine inquiétude de ce côté-là. Mais en même temps, ça peut libérer du temps pour des choses plus qualitatives. Quelques exemples, on voit dans la BD, on est au CHU de Montréal avec Aurélie Jean, et on voit comment ils ont énormément fait baisser la pénibilité et tout ce qui est répétitif dans l'hôpital, et ils ont dégagé du temps pour l'interface humaine qui soigne aussi. Donc là, ils ont
géré intelligemment parce que le temps libéré n'a pas été de la suppression d'emplois, c'était d'une transformation des métiers, mais finalement retourner à l'essentiel du métier. On voit aussi que dans la radiologie, dans le diagnostic médical, la recherche médicale, les progrès arrivent déjà là maintenant à grande vitesse. On voit aussi que les métiers, banque, assurance, finance, comptabilité, droit, qui sont par définition des métiers où il y a beaucoup de gestion de données, beaucoup de transactionnels, eux vont être fortement simplifiés par l'IA. Il ne faut pas passer tout à fait de le côté du cheval, ça ne veut pas dire qu'on ne voudra pas d'interface humaine, mais là, l'art va être de savoir c'est-à-dire faire les bons prompts plus que de résoudre soi-même les sujets. Donc ça, c'est des métiers qui vont être très transformés. Au niveau statistique, que ce soit le FMI ou l'OCDE ou la Banque mondiale ou le WEF, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'entre intelligence artificielle et la transition écologique, c'est à peu près 50%, 50 à 80% des métiers qui vont être transformés dans les années qui viennent. Il y a des emplois qui vont être détruits, d'autres qui vont être créés, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont être transformés. Donc le sujet, c'est comment ne pas exclure, sachant que tout le monde est un peu balbutiant là-dessus. Dans les entreprises, on cherche quels sont les métiers, comment faire. Et le mot d'ordre, ça va être quand même absolument comment on accompagne tout le monde. Parce que sinon, à la vitesse d'évolution des technologies actuelles, qui est absolument inédite dans notre histoire, plein de gens seront sur le carreau. Mais comme les entreprises ne trouveront pas les autres compétences sur le marché, faut espérer que le bon sens et l'engagement vont primer et que donc il y aura énormément d'entreprises et de pouvoirs publics qui vont s'engager dans de formation absolument permanente. On va apprendre, travailler, apprendre d'un seul geste, j'ose dire. Mais ça va être indispensable pour que ça ne soit pas une exclusion. En prenant en compte qu'il faut aussi évidemment maîtriser l'IA pour corriger un certain nombre de biais. Bon, tout le monde a entendu parler des hallucinations, mais il y a aussi des biais sexistes, racistes, qui sont dus au traitement des données liées au passé et qui sont projetées dans l'avenir. Donc il y a quand même beaucoup de précautions méthodologiques et déontologiques à avoir. Ça peut être un fantastique outil à condition qu'on ne confonde pas le maître et le serviteur. Est-ce que vous pensez que la France a un rôle à jouer dans l'IA à l'échelle mondiale? Je pense qu'on a déjà des ingénieurs très forts en IA qui sont certains en France et d'autres aux États-Unis, mais on en a beaucoup aussi aux États-Unis. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais moi je me réjouis qu'au niveau européen et français, on ait vraiment décidé maintenant d'investir beaucoup plus dans l'IA. On a déjà un premier champion avec Mistral AI, mais c'est très important parce que ça va être quand même un déplacement de la valeur. La valeur est déjà beaucoup sur les datas, pas que sur la production des biens et services. Demain avec l'IA, ça va être encore plus fort. Donc c'est essentiel de ne pas être que des consommateurs, mais être des producteurs de ces nouvelles technologies. Alors, vous utilisez cette formule dans la BD, on ne travaille plus pour la même chose qu'hier. Qu'est-ce que ça dit du basculement de notre rapport au travail? Alors, le basculement du rapport au travail est très visible dans plein de pays dans le monde, enfin dans à peu près tous les pays dans le monde. Je pense qu'il a été amplifié et accéléré par la crise Covid, ou plus exactement les confinements, qui ont amené beaucoup de gens, des jeunes, des moins jeunes, ouvriers, cadres, dirigeants, à s'interroger sur finalement le sens de leur travail. Et beaucoup de gens ont changé ensuite de métier suite à cette expérience qui a bousculé fondamentalement. Et puis il y a une tendance lourde et longue qui fait que aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui travaillent de tous âges, le travail n'est plus forcément premier dans la vie. Il est premier ex aequo ou deuxième, avec d'autres choses, la famille, les loisirs. Et donc, il faut composer avec ça, parce que du coup, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle n'est plus la revendication d'une petite minorité. C'est une véritable exigence. Et comme avec la démographie, on a moins de jeunes qu'avant, eh ben, ils ont un certain rapport de force dans la discussion. Et il faut que les entreprises comprennent on n'est pas moins engagé si on travaille moins d'heures, on peut être plus efficace en moins d'heures. Et ça, c'est une révolution culturelle qui n'est pas encore tout à fait faite. Mais il y a cette attente de l'équilibre et puis l'attente de sens. Et le sens, il est un peu double. On le voit très bien avec aussi bien Thierry Marx, Benoît Bazin, Pascal Dumurger, Moussa Camara, enfin tous le montrent. C'est à la fois le sens de qu'est-ce que fait mon entreprise, à quoi elle sert, est-ce que je suis fier de ce qu'on fait, mon entreprise ou mon organisation.
Et puis moi, mon travail, mon boulot, est-ce que c'est bullshit, je suis un rouage dans le système, ou je suis moi aussi fière, j'ai une certaine reconnaissance et je me dis que c'est utile. C'est cette exigence du sens. Aujourd'hui, elle est partagée par un très très grand nombre de gens qui travaillent ou qui vont travailler demain. Et donc, oui, ça bouscule. Il y a plus d'attentes, d'une certaine façon, vis-à-vis du travail. On a évidemment le salaire, évidemment la carrière, mais pas que. Donc c'est plus exigeant pour les entreprises, mais c'est intéressant aussi comme évolution de société. Alors justement, comment est-ce que les entreprises peuvent répondre à cette demande de sens de façon crédible? Alors, il y a le sens, il y a l'utilité, l'organisation pratique. Alors, il y a il y a des phénomènes contradictoires. Thierry Marx, Marie-Lise Léon et Philippe Martinez se rejoignent, ce qui n'était pas évident a priori, sur le fait que la plateformisation ou ubérisation très générale de pans entiers de l'économie, elle va au détriment de ça. Parce que c'est une dépendance par rapport à une plateforme qui est un être anonyme et qui peut modifier vos conditions de salaire et d'exercice du métier comme ça, très rapidement, sans négociation, avec une insécurité et peu de filets de sécurité sociaux. Donc on voit que c'est pour ça que tout ne va pas dans le même sens. Mais on voit aussi que c'est vrai pour l'évolution du syndicalisme. Marie-Lise Léon montre qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'engagent plus dans une institution, mais veulent s'engager dans un projet, des projets où il y a la dimension écologique notamment. Donc ça, c'est une grosse évolution à venir pour le syndicalisme. Jasmine Manet, qui a créé Youth Forever, qui est une ONG qui fait l'interface entre les jeunes et les entreprises, pour aller un peu titiller les entreprises, elle montre que le mode projet, là aussi, est essentiel. Il ne faut pas que ça soit de bullshit, parce que alors là, c'est pire que tout, c'est le boomerang absolu pour les entreprises. On voit que chez les déterminés, Moussa Camara ou Isabelle Rome sur la cause des femmes dans l'économie, c'est quand même ce sens qui va être un moteur d'engagement. Pas au sens je m'engage vis-à-vis d'une institution, mais je m'engage par rapport à des projets et des projets collectifs, avec je pense quand même un certain besoin du collectif qui revient dans notre monde très individualiste. On sent ça un peu dans les interviews quand même assez fortement. Alors, on parle beaucoup d'une crise du management, que voilà, les jeunes ne voudraient plus manager. Est-ce que selon vous, on peut vraiment former les managers à accompagner ces transformations pour essayer de sortir de cette crise si elle existe? Alors, je ne sais pas si c'est une crise, mais c'est une mutation. Je ne dirais pas que c'est forcément une crise au sens dramatique. Par contre, je pense qu'il y a un énorme enjeu sur le management parce qu'en fait, on a toute des générations de managers qui ont subi, entre guillemets, un management assez vertical, assez autoritaire, spécialement en France. On a un management plus hiérarchique que dans nos autres pays, enfin plus top-down. Ils ont vécu ça. Et maintenant, ils voient des jeunes qui disent bah non, c'est Thierry Marx qui le dit, ou Christine Lagarde dit moi je viens que s'il se passe ça, ou voilà, qui mettent des conditions même dans la vie quotidienne, pas que des conditions au départ de salaire ou d'évolution. Et donc, pour les managers, ce qui est difficile, c'est que finalement, beaucoup maintenant de jeunes, par rapport à un manager, ils veulent plus un boss, ils veulent un coach, comme on dirait dans le sport. C'est-à-dire quelqu'un qui révèle les talents, qui les développe individuellement et collectivement. C'est pas la même posture. Et eux, ils ont pas eu des boss coachs, ils ont eu des boss patrons. Et maintenant, on leur demande d'être des coachs. Enfin, on leur demande implicitement. Le terrain leur demande, mais au-dessus, c'est pas sûr qu'on leur demande ça. Avec un management par objectif parfois très très serré. Donc, je pense va falloir vraiment, aider les managers parce que pour eux, c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles beaucoup ne veulent pas l'être. C'est une espèce d'injonction contradictoire. C'est difficile. Ils sont au cœur de cette mutation, mais en même temps, ils ne sont pas très outillés pour la mener. Et alors, qu'est-ce qu'elle implique exactement, cette nouvelle posture de coach qui est demandée? D'abord, il y a un aspect que rappelle Jasmine Manet et d'autres. C'est qu'en fait, aujourd'hui, 65% des métiers que vont faire les jeunes d'aujourd'hui n'existent pas encore. Bon. Et le CDE a montré que les compétences professionnelles qu'on apprend, qui avaient une durabilité de 30 ans il y a une trentaine d'années, aujourd'hui c'est 2 ans en moyenne. Donc en clair, le manager qui était le sachant et qui transmettait ce qu'il savait, en fait il sera sachant en expérience, mais pas forcément en connaissance. Mais le jeune n'est pas plus outillé, donc ça veut dire que tout le monde a besoin, et ça Aurélie Jean, Jasmine Manet le montre, tout le monde aura besoin en permanence de se former, et les sujets de l'IA, de la transition écologique, tout le monde est un peu balbutiant. Donc ça veut dire que le rôle du manager, il change vraiment beaucoup. Ça peut être passionnant,
Mais il faut vraiment les aider à... Sinon, on aura du mal à faire cette transition et on aura un peu des... pas des conflits de génération, mais des non-communications de génération. Alors, on va parler d'une autre transition écologique cette fois. Est-ce que, selon vous, le travail peut devenir un levier, un accélérateur concernant les changements environnementaux? Ah oui, alors ça certainement, parce que c'est par la production des biens et des services d'une façon différente qu'on peut... C'est une grosse partie du sujet écologique. Ça touche tous les secteurs, hein. Évidemment l'énergie, ouais, l'agriculture, l'agroalimentaire, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la logistique, les transports, tout ce qui est industrie en général. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de secteurs dont l'empreinte écologique est décisive. Et là, on voit un exemple d'un BD avec Benoît Bazin, qui est le PDG de Saint-Gobain, qui emmène Soraya par les airs, vive la BD, en Inde, où on voit que c'est toutes les chaînes de valeur qui doivent être transformées. Et dans la construction, c'est déjà la matière première, le matériau, sa manière d'être extrait, d'être travaillé, les manières de construire, les manières de concevoir, les manières de vendre, les manières de marketer. C'est des chaînes de valeur complètes. Et Sophie Bellon le montre aussi dans le domaine des Sodexo, c'est 500 000 salariés dans le monde, hein, donc c'est le plus grand employeur français à l'international. Et donc c'est tous nos restaurants scolaires, d'hôpitaux et partout. Et elle montre à quel point le sujet écologique doit être traité pays par pays, mais est un élément maintenant fondamental de la chaîne alimentaire. Thierry Marx aussi en parle. Donc on voit bien, il y a des tas d'exemples concrets qui montrent qu'il y a des secteurs, ça y est, ils ont pris à bras le corps le sujet. Il y en a d'autres, c'est peut-être moins avancé, mais c'est quand même une aspiration, une interrogation. Mais là aussi, c'est des métiers. Alors, on donne des exemples de métiers nouveaux dans l'IA ou la transition écologique, des choses un peu amusantes, enfin amusantes ou étonnantes. Mais on voit bien là que quand on dit que 50% des emplois vont se transformer dans les 5 à 10 ans qui viennent, dû à l'IA et à la transition écologique, ben, il y a quand même des emplois qui vont être supprimés, des emplois qui vont être créés, beaucoup. Et beaucoup transformé. Donc ça, on peut le voir négativement, avec beaucoup de peur. On peut le voir en disant ça va être passionnant si en plus on arrive à réduire un peu la pénibilité, ce qui est répétitif. C'est pas forcément négatif tout ça, mais ça dépend comment on le fait. Et donc tout le monde sur le pont, quoi. Alors, je vais profiter de votre expérience eu égard au monde du travail. On a parlé des compétences. Lesquelles, selon vous, vont devenir indispensables à l'avenir? Aurélie Jean, elle rappelle que les sciences cognitives, depuis une trentaine d'années, ont établi qu'en fait, on a trois formes d'intelligence, trois cerveaux, on va dire, trois intelligences qui se combinent. L'intelligence analytique, qui est celle que peut copier, améliorer, voire dépasser dans certains cas l'intelligence artificielle. C'est la logique, le raisonnement, voilà. Il y a l'intelligence émotionnelle et créative, et c'est intéressant parce qu'elles sont liées, et il y a l'intelligence pratique. Pour l'instant, l'IA ne s'intéresse qu'au premier volet. Elle va simuler les autres, mais elle ne va pas pouvoir le traiter vraiment. Et donc, pour l'instant, en tout cas, dans 100 ans, personne ne sait, hein, vraiment pas. Mais pour l'instant, le sujet aujourd'hui, c'est comment on va accepter de revaloriser l'humain. Je parlais du CHU de Montréal, où nous emmène Aurélie Jean, là aussi, on se balade un peu partout. On voit qu'ils ont automatisé énormément l'hôpital grâce à l'IA, mais le temps humain du care, du soin, est plus important. Donc là, ils ont déplacé la valeur. Nos systèmes comptables, ils ne sont pas faits pour ça, hein. Pour l'instant, l'humain, c'est un coût dans les systèmes comptables. C'est pas la partie création de valeur la plus importante. Donc il va falloir repenser quand même la manière de définir les modèles. Mais je pense que oui, je pense qu'on est au début de beaucoup d'innovations dans le champ du travail. Et c'est pour ça que c'est important de débattre, c'est important que le plus de monde possible puisse participer à cette création des nouveaux métiers. Mais vous avez dit le mot-clé, c'est les compétences. Parce qu'avec des compétences qui évoluent si vite, et des métiers qui évoluent aussi vite, autrefois on apprenait, on faisait des études, et puis après on travaillait. Ça, c'est fini. On va apprendre et travailler et apprendre tout le temps. Et on n'a pas encore inventé tout à fait les modèles de c'est quoi travailler en apprenant et apprendre en travaillant, mais on va les inventer parce que c'est ça l'avenir. Donc compétences, 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 ça va être quand même le mot d'ordre pour tous. Et qui a vraiment le pouvoir d'agir sur ce futur du travail? Est-ce que c'est l'État, les entreprises, les citoyens eux-mêmes? Un peu des trois, je suppose. Oui, c'est absolument tout le monde en fait.
L'important, c'est que tout le monde ait le pouvoir d'agir, si j'ose dire. Évidemment les entreprises, évidemment les pouvoirs publics, et, et je crois que c'est très important, si on veut que ce ne soit pas juste anxiogène, qu'on donne aussi du pouvoir à chacun pour pouvoir se former. C'est un peu ce qu'on a commencé à faire en France avec le compte personnel de formation. On ira certainement plus loin dans le futur, mais c'est très important que chacun ait aussi, parce que la liberté de choisir son avenir, ça va être quand même très lié aux compétences en permanence. Donc ça peut faire des vies professionnelles intéressantes, hein. On ne va pas s'ennuyer à faire 40 ans la même chose, ça c'est fini. Donc ça, c'est le côté positif, mais à condition de pouvoir garder la curiosité. Ça commence dès l'école primaire, il ne faut pas tuer la curiosité. La curiosité va devenir une qualité gigantesque. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un rôle de l'école pour accompagner ces transformations? Oui, moi je pense que ça va aussi bouleverser l'école. Pas au sens s'adapter à la dernière technologie sortie, ça c'est pas. Mais plus fondamentalement, c'est que on peut pas justement, enfin par exemple dans l'école française, contrairement à d'autres pays comme la Finlande qui a les meilleurs résultats PISA du monde quand on est 25e dans les classements sur les niveaux scolaires, hein, donc a priori on peut peut-être apprendre 2, 3 trucs de chez eux. Ils ne développent pas que l'intelligence analytique qui est celle qui va être la plus challengée par l'IA. Pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il y a aussi les autres qualités émotionnelles, créatives, pratiques, qui vont développer des citoyens plus, je pense, plus épanouis et plus complets. Mais je pense que oui, ça va amener à se reposer la question de l'éducation. Et le dialogue social, est-ce qu'il peut jouer encore un rôle structurant? Alors, comme dans la BD, on a une vision nationale en partie, mais aussi mondiale. Et puis, on fait un flashback de 8 pages sur les 2 siècles d'histoire du droit au travail. On voit très vite quand même que les acquis sociaux ne sont pas si vieux que ça, hein. Le droit syndical, l'égalité femmes-hommes dans la loi, et on n'y est pas encore tout à fait dans la pratique. Enfin, tout ça, c'est pas si vieux que ça. Et le dialogue social fait partie des conditions de réduction de ces inégalités. On le voit, bon, il y a encore 160 millions d'enfants qui travaillent dans le monde, et on voit dans la BD que l'IA, c'est non seulement des serveurs très énergivores et qui consomment beaucoup d'eau, ça on le sait, mais c'est aussi 150 millions de jeunes qui sont les ouvriers du clic et qui, en Asie du Sud-Est et en Afrique, détournent les objets. Enfin, c'est eux qui entraînent les IA, hein. Pour l'instant, c'est l'entraînement humain pour 1 ou 2 dollars par jour. Donc, les sujets sociaux, on n'a quand même pas fini d'en parler. Et le dialogue social, c'est un peu comme disait Churchill pour la démocratie, hein. C'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. C'est quand même ce qu'on a inventé de mieux pour. Je pense qu'on a besoin de démocratie politique, on a besoin de démocratie sociale, et que le dialogue social va continuer à être important. Mais Marie-Lise Léon et comme Philippe Martinez reconnaissent que s'ils ne changent pas leur manière d'aborder le sujet, ils auront une désaffection et ils n'auront pas d'avenir. Donc eux aussi sont amenés à faire une certaine révolution interne. Alors que ce soit sur le volet social ou sur un volet plus général, est-ce que l'Europe, selon vous, peut être une réponse pour répondre à tous ces défis? Alors c'est plus qu'une réponse, c'est qu'on n'y arrivera pas tout seul. Enfin, on est ok, on est à l'OTAN, mais enfin, on est un pays de taille moyenne. En compétences, on est classé 25e. Dans l'éducation comme dans la population active, ce qui est très inquiétant, hein, parce que le nerf de la guerre va être les compétences. Et on a beaucoup dégringolé depuis 20 ans. Et puis, il y a beaucoup de sujets sur le plan écologique, évidemment. Les règles, il faut qu'elles soient au moins européennes pour qu'on puisse les imposer voilà, aux États-Unis et à la Chine dans nos importations. Donc, et évidemment, et les investissements en IA, évidemment qu'il faut avoir une dimension européenne. Je crois que notre chance, c'est l'Europe. C'est difficile parce que c'est pas parce que il faut toujours se mettre d'accord. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont négocié des accords au niveau européen. Oui, c'est difficile, mais c'est résilient. Ça l'a montré dans les cas de crise. Et puis, je pense que oui, c'est très prometteur pour la suite. C'est indispensable. Muriel, si vous pouviez faire passer une seule mesure présente dans l'ouvrage pour transformer durablement le travail, laquelle ce serait? Arrêter de penser, enfin, transformer même les systèmes financiers et comptables pour que l'investissement dans l'éducation et la formation soit un investissement et non plus un coût social.
Parce qu'en fait, c'est un investissement. Si on n'investit pas dans l'avenir, sur notre jeunesse, on n'a pas d'avenir. Donc, il faut le reconnaître comme un investissement. J'en arrive à ma dernière question. Travailler demain, comment voyez-vous le futur du travail sur plusieurs années? Ah ben non, en une phrase. Ben, je pense que, comme dans toutes les grandes mutations, le meilleur et le pire peuvent arriver. Il y aura des dégâts et il y aura des avancées formidables. Et ça dépend un peu de nous tous, où qu'on soit. Et ça commence par en discuter et pour pouvoir agir. Il faut en débattre. Et je pense que c'est pour ça qu'on a voulu faire cette BD, c'est donner un petit peu plus de billes, d'outils. On n'est pas définitif, on ne dit pas ça sera comme ça en 2032 et voilà ce que vous devez faire. C'est pas du tout l'esprit. C'est plutôt ouvrir le débat, mais avec de la matière qui permet d'en débattre et puis du coup se mettre tous en mode projet, chacun à son échelle. Muriel, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Je vous encourage à vous procurer Travailler demain, le futur du travail vu par 13 personnalités, donc coécrit avec Muriel Pénicaud, Mathieu Charrier et Nico Bi. C'est disponible en librairie, publié par les éditions Glénat. Et moi, je vous retrouve pour un prochain épisode de Période d'essai.